quand on parle de ce problème, je pense que c'est très compliqué. À la fois. Donc en fait, quand on ce questionnement sur l'art dans les régimes autoritaires, c'est pas. Moi, je pense que c'est pas uniquement dans un sens. C'est-à-dire, c'est trop facile de dire, je sais pas, l'Allemagne, il y a Hitler et bon, il y a Antarkte Kunst, l'art régénéré et il y a des artistes qui continuent à travailler, il y a des artistes qui sont interdits de travailler, je pense par exemple à Emil Nolde, les Ungemalte Bilder, les images non peintes, il y a des artistes qui ont beaucoup souffert aussi, parce qu'il faut penser que ces œuvres ont été vendues, etc. Je pense en particulier à Hans Barlach, Otto Dix, évidemment, enfin beaucoup d'artistes allemands dits expressionnistes. Donc en Italie c'est pareil. Sauf qu'en Italie, je pense qu'on ne peut pas, de la même manière que, attention, il ne faut pas vous méprendre, le fascisme, c'est un régime autoritaire, ça commence avec la marche sur Rome, 1920, et ça s'arrête en 45, en 43 et en 45. Et donc, en réalité, c'est difficile de mettre tous ces artistes dans le même panier. Et puis d'autre part, en Italie, c'est beaucoup plus varié. Parce que le fascisme, ce n'est pas le nazisme. Voilà, tout simplement. C'est deux régimes atroces, autoritaires, mais c'est pas la même chose. Donc vous verrez que l'Italie, et si vous fréquentez les musées italiens, vous allez voir que beaucoup de ces artistes, vous les connaissez. Est-ce que vous savez, par exemple, que Giorgio Morandi, il était... alors tout le monde aime bien les vases de Giorgio Morandi, mais Morandi, il était fasciste. Et il a fait partie du groupe Novecento, puis après ça a évolué, si vous voulez. Donc, je ne veux pas être complaisant, je veux simplement être lucide et bien vous faire comprendre les choses, que les choses tout simplement évoluent. Par contre, on va parler un petit peu de l'esthétique fasciste, parce que je pense que c'est aussi intéressant, en sachant que pour moi, il y a deux grands mouvements. Il y a d'abord tout ce qui part du futurisme, donc les artistes qui viennent du futurisme, qui est un mouvement révolutionnaire, le futurisme. Et puis ensuite, il y a tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle le retour à l'ordre en France. Bon, en France, les gens de retour à l'ordre le plus célèbre, c'est André Derain. Hein. Mais en Italie, c'est Mario Sironi et d'autres artistes. Et la romanité et la latinité. Je vous signale quand même que Picasso, en France, a été un artiste du retour à l'ordre. Quand dans les années 30, il fait ces bayadères là, qui courent sur les plages de, je crois, de Cabourg. C'est pas Cabourg, c'est Cabourg. Il est là-dedans aussi. Donc vous voyez, donc tout ça, ça demande d'abord de bien ouvrir ses yeux, ça demande de la pondération. Moi, j'ai toujours considéré que l'art, ça se découpe pas forcément avec des régimes politiques, etc. C'est quelque chose qui se déroule, mais quelque chose, ça se chevauche, quoi. Alors c'est la chronologie italienne. 1909, c'est la création du futurisme à Paris. C'est un article qui sort, je crois, dans le Figaro. Le futurisme, c'est un mouvement multidisciplinaire, c'est-à-dire que c'est de la danse, de la peinture, de la musique, de la photographie, bientôt du cinéma, du bruit, beaucoup de fracas, beaucoup d'insultes. Et au fond, le futurisme, c'est le premier mouvement en isme qui va donner le rayonnisme, le dadaïsme, etc. Donc tout ça, c'est italien, mais c'est donc Filippo Marinetti, et à la fois, c'est européen. La bataille de Caporetto, c'est très important parce que cette bataille de Caporetto, c'est la bataille des Italiens en Italie du Nord, à l'Est toujours, et c'est les Italiens qui se battent en fait contre les Austro-Prussiens, Allemands, et donc c'est aussi quelque chose qui va constituer pour les Italiens à la fois pas vraiment une défaite, pas vraiment une victoire, mais à la fois quelque chose de très important pour leur indépendance. Ça a été un peu le terminal des illusions aussi pour certains artistes, pour certaines personnalités. 1920, c'est la marche sur Rome. Bon, la marche sur Rome, c'est plus tard, 3 ans plus tard, c'est à Munich, c'est avec Hitler. C'est donc Mussolini qui marche sur Rome et qui va prendre le pouvoir. 1923, c'est l'inauguration de l'exposition Novecento à Milan.
Donc, et après, le mouvement existe en 1922, et puis ensuite va se prolonger Novecento, il y a une erreur, c'est Novecento. Et donc, en fait, c'est aussi un mouvement très important d'artistes que je vais vous présenter tout à l'heure. 1926, c'est la création de l'Académie d'Italie. Donc c'est une académie, importante sur toute la culture italienne, une sorte de ministère de la culture. 1935, il devait en 36, mais on pourrait agrandir dès 1930 jusqu'en 1942-43. C'est tous les travaux à Rome. Donc c'est bien sûr la remise en valeur des monuments de Rome. Si vous allez à Rome, il y a quand même ce quartier EUR qui est absolument génial, où il y a le musée de la civilisation romaine. Tous ces bâtiments ont été faits par Mussolini, avec des architectes rationalistes. Donc c'est un quartier qui est important. On pourrait dire aussi que c'est Cinecittà. Hein. 1943, c'est la chute de Mussolini. C'est vraiment le durcissement. Ça l'était déjà depuis 42-41. C'est le durcissement antisémite du régime de Mussolini. Et c'est la fameuse République de Salo. Et la prise de pouvoir sur l'Italie du Nord par les Allemands. Hein. Bon, je vous invite à revoir le film de Pasolini. 1945, c'est la mort de Mussolini et de Chiara Petacci, hein, donc sa maîtresse. 1946, c'est la proclamation de la République italienne. On oublie très vite que l'Italie était un royaume, avec un roi assez, on va dire, pas très génial, un peu falot et pas très sympa, à l'époque de Mussolini. Et 1946, c'est la publication du manifeste blanc de Fontana. Alors, j'ai choisi des petits bouts de phrases comme ça. Je suis fasciste. Alors, vous aimez tous de la littérature écrite par des fascistes. Luigi Pirandello, par exemple, qui est vraiment un des pères du théâtre et de la littérature et du théâtre italien. Voilà ce qu'il dit. Je suis fasciste et pas depuis maintenant, ça fait 30 ans que je suis fasciste. Voilà. Bon. Il a la chance de mourir en 1936. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer après, mais bon, voilà. Donc, tout ça pour vous expliquer que tous ces mouvements, tous ces intellectuels adhèrent au fascisme. Alors, moi, oh, il y a une belle faute. Non, c'est adhérent, il adhère au Faccio. Donc, un ennemi de l'Italie moderne, corrompu et désagrégé par l'esprit hérétique de la Réforme, un restaurateur de l'autorité, de la foi, du dogme de l'héroïsme contre l'esprit sceptique, critique, rationaliste et éclairé de l'Occident et du Nord, un défenseur de notre, c'est moi qui soulignais, de notre liberté instinctive et traditionnelle contre les derniers aspects politiques de la réforme, libéralisme, démocratie, socialisme. Alors, Curzio Malaparte, Zuckert, son vrai nom, c'est certainement la personnalité la plus, à mon avis, la plus intéressante, extrêmement bizarre, fasciste, pratiquement de la première heure, très très mondain, on le voit souvent sur Paris, il est souvent sur Paris. À la fin de sa vie, plutôt un opposant au fascisme. Il faut savoir que sa fameuse villa de Capri, il l'a donnée, je ne sais pas si ça appartient encore au Parti communiste italien, hein, c'est le film Le Mépris. Donc voilà un personnage intéressant. Alors qu'est-ce qu'on peut réformer? Donc l'autorité, on en parle beaucoup de l'autorité actuellement, la foi, le dogme, la foi catholique chez Malaparte, c'était pas forcément très, très important, le dogme, l'héroïsme, et en fait, il y a quand même toujours des ambiguïtés, quoi. Malaparte, il va fréquenter tout un tas d'intellectuels de gauche, voilà, c'est un type, moi j'adore les romans de Malaparte, donc si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure. Alors, Marinetti. Alors, j'ai trouvé un truc de Marinetti qui m'avait vraiment... Ah ben je l'ai pas, donc on laisse tomber. Vous, fasciste interventionniste, alors ça c'est 1919 quand même, il est même pas encore... Mussolini, même pas encore arrivé. Vous, fasciste interventionniste, savez que notre grande guerre révolutionnaire a été osée, voulue, imposée et portée avec ténacité jusqu'à la victoire finale par une minorité d'intellectuels. C'était les meilleurs, les moins traditionnalistes, les plus futuristes. Donc lui-même et ses amis futuristes. Alors que tout le peuple était encore plongé dans la quiétude pacifiste, ils virent
la nécessité de la guerre, se séparer brutalement des autres intellectuels, de ceux qui n'ont rien d'autre dans l'esprit que les qualités négatives, pédantes, culturelles, réactionnaires et placides. Alors, je vous fais grâce de tous les manifestes qu'il peut y avoir en Italie, mais même en Europe, parce que franchement, c'est très complexe, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? C'est quand même cette chose, quand même, ce lavage de cerveau, quand même, profond, qui existe quand même en Italie, en Allemagne et en France, au début de la Seconde Guerre mondiale. Je veux dire, tout le monde dit les poèmes à loup d'Apollinaire, mais les poèmes à loup, c'est quand même, c'est une espèce d'analogie, en fait, une métaphore de sa frustration sexuelle quand il voit Lou, c'est la maîtresse d'Apollinaire, qui d'ailleurs s'en fout complètement d'Apollinaire, mais c'est toujours de dire aussi que la guerre c'est formidable, quoi. C'est Apollinaire qui voit les bombes qui pètent, tout ça, il voit ça au niveau de son bas-ventre, et c'est important, Fernand Léger c'est ça, mais en Allemagne c'est Franz Marc, c'est Otto Dix, tous ces grands artistes qui disent, ben nous, la guerre, ça va nous régénérer. Donc la nécessité de la guerre, c'est ça. La nécessité de la guerre, ça veut dire régénération, ça veut dire modernisme, ça veut dire futurisme, ça veut dire culte du corps, ça veut dire tout ça aussi. Et ça, c'est quand même intéressant de le comprendre par rapport à Marinetti. Et alors aussi, ça c'est un peu plus surprenant. Bon, Benito Mussolini, ça vous dit quelque chose. Un dictateur élevé dans la laïcité et le socialisme. Ne perdez jamais de vue que la famille de Mussolini, c'est socialiste. Beaucoup plus socialiste d'ailleurs que, par exemple, que Hitler avec justement quand il va créer le SDAP, et laïque, et culturel, et journaliste, et intellectuel. C'est ça Mussolini au départ. S'il faut relire les biographies sur Mussolini écrites par Serra, Mauricio Serra, ou par exemple Pierre Milza, c'est vraiment intéressant parce qu'il faut bien cadrer l'époque. Alors voilà ce qu'il dit. Ça c'est intéressant. Alors on pourra le commenter après. Loin de moi l'idée d'encourager quelque chose qui puisse être assimilé à un art d'État. L'art entre dans la sphère de l'individu. C'est moi qui ai souligné. L'État n'a qu'un seul devoir, celui de ne pas le saboter, de fournir des conditions humaines aux artistes, de les encourager du point de vue artistique et national. C'est Mussolini qui dit ça. Nous ne devons pas rester des contemplatifs, nous ne devons pas profiter du patrimoine du passé, nous devons créer un art nouveau, un art de notre temps, un art fasciste. Alors, le fascisme, c'est un mélange quand même, contrairement à l'Allemagne, c'est un mélange de futurisme, de modernisme, ce culte du futur, des technologies, etc., et du passé. Mais c'est très progressivement, en fait, que différents ministres de Mussolini lui-même, vont axer leur pensée sur le retour à l'Empire romain, etc. Auguste, c'est qui? C'est Mussolini. César, c'est qui? C'est Mussolini. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, et ce qui fait justement que cet art italien, à mon avis, c'est particulier. Alors voilà, j'ai quand même pas pu me restreindre et présenter Gerardo Dottori, le portrait du Duce, 1933. Alors c'est quand même intéressant parce que Dottori, c'est un futuriste, mais il appartient un peu à la génération futuriste qu'on appelle les aéropeintres. Il y a les cosmopeintres et les aéropeintres. Je vous montrerai ça parce que c'est très intéressant. Et donc en fait, on ne peut pas ne pas célébrer Mussolini si on ne célèbre pas le culte de la vitesse, le culte du mouvement, le culte du temps qui est traversé avec les avions. Et voilà ce Mussolini. Alors ça, c'est une petite réflexion que j'ai faite pour me mettre à l'aise, parce que je n'étais pas totalement à l'aise en faisant ce sujet. Lucio Fontana et son art s'inscrivent dans la complexité d'au moins 30 ans d'histoire italienne. Donc si vous préférez 1909-1942. Une complexité qui n'est pas dénuée de contradictions et d'ambiguïté, dans le sens où ces artistes, ou groupes d'artistes, architectes, intellectuels, historiens, on pourrait dire archéologues, sont entraînés plus ou moins profondément dans les rouages d'un régime dictatorial, qui va devenir, qu'il l'était dès le départ, mais qui va devenir de plus en plus violent. Étrange paradigme que ces arts qui vont se développer dans un contexte de plus en plus, non pas violet, mais violent, et intrusif.
la richesse réelle et décisive de l'art italien, parce qu'il faut bien le dire, vous allez voir, je vais ensuite vous montrer des artistes, doit être considérée sans complaisance, mais avec justesse. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant de bien comprendre comment j'ai fait mon plan de la manière suivante. D'abord, petite présentation rapide des intellectuels et du fascisme, en quelques mots, ça va reprendre très rapidement ce que je vous ai dit. Ensuite, présentation du futurisme. Ensuite, présentation des autres artistes italiens, on va dire jusqu'en 1940. Et puis ensuite, on va revenir sur Fontana. Et comme ça, je pense que vous pourrez revoir l'exposition avec une vision nouvelle. Voilà. Donc, voilà. Alors c'est ça, j'ai pas pu résister à vous montrer ça. Vous connaissez Adolf Ziegler? Bon, ça serait plutôt Weinharton, Bilder. Hein. Adolf Ziegler, c'est le peintre préféré d'Hitler. Voilà. Alors, Ziegler, c'est lui qui va faire toutes les théories, en fait, pour le NSDAP. Il va développer, en fait, vraiment très correctement tout ce qui est les académies, Saint-Luc, etc. Il va faire le Reichskammer der Bildende Kunst, qui est en fait la police, ça s'appelle la chambre des beaux-arts, mais c'est la police des arts. Voilà. Donc j'ai un catalogue chez moi de Ziegler, parce que je l'avais présenté, je l'avais acheté quand j'avais fait mon exposition sur Nold. Voilà, ça c'est l'art d'Hitler. Et j'aurais pu vous présenter, moi je trouve que c'est quand même mieux, Cocteau aimait bien, Arnaud Breker. Voilà. Ce que vous allez voir là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'en réalité, tous les artistes à l'époque d'Hitler, c'était fini, terminé. Je veux dire, ils ne pouvaient plus exposer, ils n'existaient plus. Les expressionnistes, on a brûlé leurs œuvres, on les a vendues, ou c'est Göring qui les a récupérées. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec le monde italien. C'est ça que je voulais vous dire. Et les futuristes, c'est des titres un peu bricolés. Hein. Les futuristes 1909 et après. Alors maintenant, je vais vous faire une petite incise sur les intellectuels et le fascisme. Alors c'est important que vous compreniez que très rapidement, les intellectuels finalement se rassemblent autour de Mussolini, en particulier avec sa maîtresse, parce qu'il faut aussi comprendre qu'une des maîtresses de Mussolini, c'était Margherita Sarfatti, qui était historienne de l'art, etc. Donc ça explique aussi son goût pour les arts, qu'il avait déjà, Mussolini. Mais bon, il se cherche des gens qui vont pouvoir pousser un petit peu la pensée du régime. Donc celui qui est important, c'est Giovanni Gentile, né en 75, mort assassiné en 44 à Florence. Et donc il veut faire de la politique culturelle fasciste un État éthique. Alors ça veut dire que le combat éthique, c'est de faire un contrat, une sorte de contrat pour ce qui pourrait représenter, je dirais, l'art italien. Voilà. Sauf que l'art italien, ça vient du Risorgimento, c'est-à-dire de la Révolution, la constitution aussi du Royaume d'Italie, et puis évidemment le retour très rapide sur le lustre millénaire, et donc avant l'Italie, c'est-à-dire l'Empire, les Romains, la romanité. Voilà. Donc ça c'est très important. Et qu'est-ce qu'il dit, Gentile? Je parle de romantique et moderne, de la commune italienne, de la commune, c'est-à-dire les villes italiennes aussi, et de la Renaissance, et donc de la Révolution italienne, de Garibaldi, ça rentre là-dedans. Nos cités pourraient être détruites, ça c'est intéressant, mais elles seront réédifiées. Et il dit ça en 1943, au moment où les Américains ont déjà envahi la moitié de l'Italie. Donc voilà la pensée. Alors, va se créer l'Institut national fasciste de la culture. Il y a quand même 250 intellectuels qui se réunissent pour créer cette chose. Donc Marinetti, donc c'est pas une surprise, Pirandello, Malaparte, Volpe, qui est également un historien, archéologue, Ardengo Soffici, qui est un peintre, Francesco Coppola, qui est un historien, Camillo Prampolini, qui est lui-même également un futuriste.
Voilà. Donc en fait, ça fait un joli mouvement, tout ça, et il s'oppose à Benedetto Croce, qui fait l'honneur de l'Italie, qui est à la fois un philosophe, un historien, un politique. Il aura un rôle politique à la fin de la guerre. Voilà. Et donc les trois grandes personnalités, je vous ai déjà parlé de Malaparte, je vous ai déjà parlé de Pirandello, et alors, je me suis un peu arrêté sur Malaparte pour montrer un peu la subtilité de tout ça et la complication. Il faut comprendre qu'entre 1920 et 1940, entre la France et l'Italie, à part les Alpes, c'est extrêmement poreux. Il y a beaucoup d'Italiens qui vivent en France, et en particulier Giorgio De Chirico, Alberto Savigno, dont on reparlera tout à l'heure. Et donc Malaparte, on va l'envoyer faire une revue, les Cahiers d'Europe, la revue 900, je ne sais pas comment on dit, 900 Novecento. Novecento, c'est la fameuse revue qui est une revue un peu comme Vogue, entre Vogue et le Minotaure, en fait. Il avait été, Malaparte, envoyé en France pour faire cette revue, qui a jamais vu le jour, et d'ailleurs, le régime fasciste lui en a voulu, parce qu'il n'a rien foutu, quoi. Et donc, c'est intéressant de voir un peu, je pense que l'itinéraire de Malaparte, c'est intéressant. Alors bon, ça c'est juste pour mon plaisir. Les 3 livres, les 4 livres qu'il faut lire, c'est Caput, bien sûr, 44, 49, La Pau, c'est après la guerre. La technique du coup d'État, 31, qui explique comment on fait un coup d'État. Et puis, un livre que j'aime particulièrement, c'est Le Soleil est aveugle, de 41, qui raconte le combat des soldats italiens avec les Français dans la montagne des Alpes. Vous savez qu'ils n'ont jamais réussi véritablement. Quelques soldats français, finalement, se sont vaillamment défendus. Et ce livre est un livre absolument merveilleux, qui n'est pas du tout un livre de propagande, parce que Malaparte, c'est quand même largement au-dessus de tout ça. Donc je vous invite à lire ce livre. Voilà. Après, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc l'Académie d'Italie qui va se créer. Alors j'ai un truc qui m'a fait rire. Un des rôles importants de l'Académie d'Italie, mais bon, on peut rigoler en Italie, mais on peut aussi rigoler en France, hein, la chasse aux mots étrangers. Alors, chaque mot doit être corrigé. Alors, par exemple, chèque, c'est un mot français, devient assegno. C'est le cas encore en Italie. Mais, par exemple, buffet va cohabiter avec rinfresco. Ou alors, un giacamaglia. En fait, je ne vous ai jamais le dire, parce qu'en fait, c'est un pullover. Voilà. Donc, il y a ça. Après, dans les années 30, il y a un ministre de l'Éducation nationale, mais plus ou moins de la culture, qui s'appelle Giuseppe Bottai, et qui va créer une revue qui s'appelle Le Spettatore Italiano. Alors, c'est assez étrange de voir ils font des revues comme ça, des revues très... Alors, il y en a beaucoup de revues, hein, c'est innombrable les revues en Italie. Mais c'est quand même intéressant parce que Spettatore, d'accord, le spectateur, Volkisches Beobachter, c'est la revue des nazis, c'est-à-dire l'observateur du peuple, et au même moment, jusqu'en 1933, il y a Die Weltbühne, qui était pas du tout nazi, ça veut dire la scène mondiale, la scène du théâtre, avec de formidables journalistes comme Jacobson, Kurt Tucholsky ou Karl von Ossietzky, qui va terminer dans un camp, c'est le patron des journalistes. Voilà, donc cette idée de faire de la propagande. Bottai veut, alors ça je l'ai noté, parce que je trouve que c'est intéressant, des artistes authentiques et frais. Alors vous verrez que c'est pas toujours ça. Hein. Et surtout, il ne veut pas entendre parler de tradition rurale et de provincialisme. Or, vous allez voir qu'un certain nombre de ces artistes, dans l'entre-deux-guerres, c'est vraiment le provincialisme. Et donc, on va parler... Bon, le futurisme, je vais vous en parler en montrant les œuvres. Je regarde si j'oublie rien. L'aéropeinture, je vais vous en parler. La romanité fasciste, je vais vous en parler. Et voilà. Et donc, une chose très importante aussi sur laquelle je vais un peu... Ça va me permettre de faire le lien avec Fontana. Eh bien, c'est très très important. Quand on va à Rome, c'est quand même
très très important. Et quand on va à Turin, pas tellement à Milan, mais à Rome et à Turin, c'est très très important de voir la pesanteur de l'architecture dite fasciste. N'oubliez pas que l'architecture fasciste, c'est pas pompier comme peut l'être par exemple le projet de Berlin par Albert Speer, par exemple. Ça n'a rien à voir, tout simplement parce que ce sont des gens qui sont entre la latinité, donc le retour quand même au fondement de l'architecture classique romaine, l'Empire, quoi. Mais c'est aussi ce qu'on appelle l'architecture rationaliste, qui elle-même est héritée de l'architecture moderniste. Je ne sais pas comment on l'appelle à l'époque, mais sachez quand même que c'est Le Corbusier, c'est évidemment Mies van den Rohe et des artistes comme ça. Donc c'est toujours passionnant de voir ces choses-là. C'est pour ça que je vous invite à aller dans les quartiers de l'UER, d'aller visiter Cinecittà, parce que parce que justement, il se passe quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, on va glisser de l'un à l'autre. Maintenant, je vais vous présenter des artistes qui sont importants. Alors déjà, les futuristes. Alors les futuristes, c'est une explosion. C'est extrêmement violent. J'avais un bout de texte pour Marinetti, qui passe son temps à insulter tout le monde. Tous des crétins, tous des débiles, les politiques sont corrompus, les soldats sont corrompus, tout le monde est corrompu. Voilà, hein, c'est intéressant. Et Marinetti, c'est quand même un écrivain, un poète. Il faut savoir qu'il est publié en France et qu'il a tout de suite... Marinetti, c'est l'ami de Fernand Léger, c'est l'ami de Robert Delaunay, etc. Donc lui, il va lancer ce truc-là, et c'est assez logique que finalement, autour de 1919-1920, il va rentrer, il va se mettre au service des fascistes. Et comme Mussolini, de toute façon, cherche à avoir avec lui des artistes d'avant-garde, parce que Mussolini, il parle d'avant-garde, c'est son vocabulaire, donc c'est intéressant. Alors je vous ai présenté, alors tous ces artistes-là, j'ai pris que des photos qui sont au musée Novecento à Milan, dans la première partie. Donc si vous y allez, vous penserez à moi. Hein. Et au dernier étage, il y a une très très belle, un très beau néon de Lucio Fontana. Uberto Boccioni, alors la Signora Virginia, 1905. C'est quand même très intéressant que la fierté italienne, à la fin du 19e siècle, et disons à partir de 1860, même avant, c'est les Macchiaioli. Alors, les Macchiaioli. Voilà, en fait, les Macchiaioli, c'est tout simplement les artistes qui sont Macchiaioli, ça veut dire des tâches. Donc ce sont en fait des héritiers, ce sont tout simplement des héritiers des post-impressionnistes, de Signac, etc., qui travaillent avec la couleur. Donc voilà ce que fait Boccioni en 1905. Ah, voilà, c'est une photo de Boccioni que je trouve formale. Tu, noi, Boccioni. Toi, nous, Boccioni. Donc ça rappelle furieusement une image, ça c'est vraiment au début du XXe siècle. Donc c'est un photomontage de son visage dans une vitre démultipliée. C'est la même photo que Marcel Duchamp. Il y a le portrait de Marcel Duchamp où il est surmultiplié comme ça. C'est Henri-Pierre Rocher, je crois, qui avait fait la photo. Donc on voit très très bien que ce qui les intéresse, c'est la multiplication de l'image, la rupture de l'image avec tous les mouvements et tous les profils. Voilà. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Et Umberto Boccioni, Elasticità, 1912. Donc, il y a un cheval, il y a un cavalier. Donc, c'est la fractalisation à la fois de l'espace, c'est la fractalisation de l'espace, c'est la fractalisation aussi des corps, c'est aussi quand même un mouvement qui lutte avec les cubistes. Quand on parle des cubo-futuristes, bon, on ne peut pas le mettre, ces artistes, ils expliquent aussi à Paris, quoi. Et donc, qu'est-ce qui les intéresse, les futuristes? C'est le mouvement, le temps qui est démultiplié, la couleur, l'espace et le temps qui sont à la fois exposés et recomposés. Voilà. Donc, ce qui est absolument formidable dans cette image, c'est que tout est mêlé. Le cavalier, le cheval que vous allez définir, ça, c'est quand même une pièce formidable. Et le titre, Élasticité, c'est le programme du tableau. Voilà, alors l'œuvre la plus connue de Boccioni, c'est celle-ci. Nous, en France, on a une œuvre merveilleuse de Duchamp-Villon, qui est quand même beaucoup plus le frère de Marcel Duchamp,
Et là, on voit la décomposition à la fois du corps et de l'espace et du mouvement avec les ailes qui arrivent derrière. C'est comme si vous aviez un corps en soufflerie et le mouvement du corps. Donc ça, voilà, ça c'est peut-être, je dirais, l'œuvre majeure du futurisme. Mais ce futurisme se projette toujours vers un futur qui est un futur mécaniste, radieux. On ne se moque pas de la mécanique. Sauf qu'à un moment donné, il y avait tellement de mécanique chez les futuristes que finalement, à un moment donné, les fascistes se sont rendus compte qu'ils préféraient les colonnes romaines aux machines à vapeur. Voilà. En gros, c'est ça. C'est de la machine à vapeur, du mouvement, des bagnoles, des avions, donc à la colonne romaine et à cette espèce de retour un peu panthéiste. Parce que Mussolini, c'est pas vraiment un catholique tel qu'on pourrait le définir de manière un peu conventionnelle. Voilà. Alors, Giacomo Balla, très connu, Luna Park à Paris, 1900, voilà. Donc, il reste encore dans cet esprit post-impressionniste avec les taches de peinture qui sont des couleurs. On sait très bien que les cirques, les Luna Park, c'est absolument formidable. Il faut penser que les Macchiaoli, je suis désolé, mon italien est terrible, ma femme m'engueulerait, mais sont des gens aussi qui travaillent beaucoup, ils aiment beaucoup mettre en valeur les couleurs, mais ils travaillent aussi avec des miroirs noirs. Et donc, ils reflètent les couleurs dans les miroirs noirs, des miroirs obscurcis, pour mettre en valeur les couleurs, pour donner des formes de contraste en quelque sorte. Donc voilà, Balla, et Giacomo Balla, Velocità d'automobile. Donc la velocità, c'est le mouvement de la voiture. Il y a un point de fuite qui va vers la gauche, qui définit le mouvement. On est dans un univers qui n'est pas un univers de la campagne, mais dans un univers de la ville. Voilà. Un autre artiste aussi, Carlo Carra, le Cavalier Rouge, 1913. Voilà, ce sont les grands artistes. Et puis, alors voilà, j'arrive maintenant à mon chéri, Fortunato De Pero. Alors lui, il est de ce coin du nord de l'Italie. Donc, il fait une peinture qui est très ludique, avec beaucoup de couleurs. Alors, on voit très bien ce qu'il a hérité du cubisme. Et il participe à toutes les... Il fait partie historiquement des premiers mouvements et des premières réunions futuristes. Mais ce qu'il y a chez lui, il y a cette marqueterie qui va donner cette idée du décor. Donc, sachez qu'il va faire des tissus, comme par exemple Sonia Delaunay, par exemple, donc on le voit à droite et à gauche. Sachez aussi qu'il va faire des personnages qui sont comme des duplos, en fait, comme des personnages qui se reproduisent comme ça, qui sont facilement reproductibles. Et donc, lui va devenir rigoureusement fasciste. Il va travailler pour des usines d'armement, il va faire des publicités pour des avions, il va être très engagé. Et alors, malheureusement, elle est à l'envers, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. C'est vraiment nous, à Savignac, Cassandre. C'est certainement le plus grand affichiste en séquant Paris. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi Et donc voilà quelqu'un aussi qui est extrêmement célèbre et qui va faire des œuvres comme ça, très ludiques. Je dirais c'est un petit peu... il y a un côté Duplo, il y a un côté un peu plutôt Lego, et à la fois, ce sont des personnages qui se multiplient, quoi. Et donc, on voit très bien... Alors, tous ces gens-là se mettent au service donc de l'État fasciste, du régime fasciste, mais finalement, vont devenir un peu encombrants pour Mussolini. Parce que le côté, justement, le progrès, la mécanique... c'est pas trop ce qu'il veut montrer. Lui, il veut montrer que c'est lui Auguste, c'est lui César. Si on fait Rome, c'est quand même pour mettre en valeur, l'empereur, qui est donc Mussolini. Voilà. Et puis ils sont pas tellement agraires. Hein, vous voyez bien les images. Alors, c'est quand même un peu fou de voir que Marinetti va rester très attaché à Mussolini jusqu'à la fin de sa vie. C'est lui le patron. C'est lui le patron de la littérature italienne avec D'Annunzio. Sauf que D'Annunzio, ça n'a rien à voir. Hein. D'Annunzio, c'est éthéré, c'est Fiume, etc. Alors qu'il en rajoute toujours des couches. Il
croient dur comme fer au développement de l'automobile, au développement de l'armement, les avions, les machines à écrire, voilà, c'est très important, quoi. Alors, Russolo, alors ça aussi je l'ai montré parce que j'ai privilégié les autoportraits, qui lui aussi va devenir un futuriste, on voit très bien, qui vient d'une peinture classique. Ou Mario Sironi, qui lui va devenir un des patrons de Novecento, donc le retour à l'ordre. On voit très bien que 1913, c'est Picasso, c'est Braque, et donc c'est la fractalisation, c'est le portrait d'Ambroise Vollard. D'Ambroise Vollard. Donc, et voilà Sironi en 1918, les ballerines, donc la décomposition du corps, des mouvements, la fête moderne, le monde de la ville. Et il faut penser qu'en 1918, Fernand Léger, lui, il fait que des soldats qui sont eux-mêmes carrossés en quelque sorte dans des tubes. C'est la période tubiste de Fernand Léger. C'est des tubes, voilà. Et de là, on voit très bien la décomposition du mouvement. Alors évidemment, dans tout ça, il y a plein d'artistes italiens qui sont très connus en France. Par exemple, le plus connu, qui est entre l'Italie et la France, c'est Chirico, qui lui fait partie quand même aussi des premiers, je dirais, adhérents du fascisme. Donc là, c'est le portrait d'Apollinaire, à l'époque où Chirico est vraiment considéré comme l'artiste qui sera plus tard surréaliste, mais qui va être ensuite dénoncé, parce qu'il va recopier sans cesse ces tableaux, et il va être terriblement, non pas conventionnel, mais la peinture métaphysique va devenir une peinture très orientée vers un retour à l'Antiquité, voilà, sans humour. Et donc Chirico, c'est aussi un artiste qui est reconnu et qui est un artiste officiel, si je puis dire. Alors, je vous montre ce tableau, l'énigme du retour. Il y a je ne sais pas combien de versions de ce tableau. Le premier, c'est à l'époque où il est à Paris, et le dernier, c'est dans les années 40. Voilà. Et ça, c'est le propre de Chirico. Donc effectivement, ce qui peut plaire, bien sûr, c'est l'architecture, la tour, la solitude, l'infini, c'est tout ça qui peut intéresser, le ciel. Son frère, que moi j'adore, alors ici j'ai mis en vente des livres d'Alberto Savigno, parce que c'est un grand... Alors lui, il a pratiquement toujours vécu à Paris, en grande partie à Paris. Sa femme était comédienne, elle jouait d'ailleurs pour Pirandello, et lui préférait être à Paris. Donc c'est impossible de définir Savigno, voilà. Et lui était quand même beaucoup plus éloigné des fascistes, mais était dans le même mouvement que son frère. Donc ses livres sont absolument formidables, d'une poésie folle, c'est complètement anarchique, et à la fois c'est très poétique, et c'est très mythologique. Donc voilà. Donc le navire perdu, d'Alberto Savigno, avec cette espèce de forme sculpturale à gauche, et ces formes de boîtes comme ça, ou celui-là aussi, qui est l'Apollon de 32, voilà. Savigno est très très fort dans les papiers, les dessins, plus que dans les peintures. Grand artiste italien aussi. Il y a quelques années, il y a eu une exposition, je crois à Florence, sur Savigno et Chirico, les deux frères. Alors sachez que la maman de Chirico et donc de Savigno habitait à Paris. Donc ils étaient souvent à Paris. Donc c'est des gens qui avaient cette colonie parisienne. D'ailleurs, il faut savoir que dans les années 30, 40, en France, la grande presse admirait Mussolini. Je veux dire, des journalistes, pas Joseph Kessel, mais je vous invite à lire le bouquin de 1933, le livre de Daniel Schneiderman. Alors ça traite de l'Allemagne, mais c'est vrai que tous les journalistes importants allaient faire des reportages qui en Italie, qui en Allemagne, pour rencontrer les dictateurs. On n'avait pas peur des dictateurs. Alors Novecento, ça veut dire le XXe siècle, Novecento. C'est un mouvement qui existe c'est pas 42, c'est dès 1922, et donc c'est la fameuse Margherita Sarfatti, qui était l'égérie de Mussolini, qui en fait était sa maîtresse, et les artistes qui en faisaient partie, c'était un certain nombre d'artistes que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc on peut y retrouver les ferments du retour à l'ordre, c'est-à-dire soit retour au canon antique, soit retour à la peinture métaphysique, soit une espèce de lumière irréelle, si vous voulez, un petit peu une lumière zénithale très très bizarre,
Et donc ce sont tous ces artistes qui vont vivre quand même entre 1922 et 1942 et qui vont se rapprocher de ce mouvement. Il n'y a pas totalement d'unité dans le Novecento. La seule chose qu'on doit dire, c'est qu'il y a deux foyers très importants, on va dire trois. Le premier foyer, c'est Rome, donc les artistes romains. Le deuxième foyer, c'est Milan, parce que bon, vous savez que l'Italie, il y a plusieurs capitales. Il y a Milan, Rome, Turin, Naples, Venise. Et puis donc ça va donner des gens extrêmement étranges, avec quelque chose quand même, un petit peu comme en France, le retour à l'ordre, c'est aussi un retour à une forme de tradition. Par exemple, quand on voit l'autoportrait, il y a beaucoup d'autoportraits à cette époque. Alors par exemple, c'est un des plus connus, c'est Capogrossi, le bal près du fleuve, au fleuve, qui est très connu avec cette lumière, une lumière métaphysique en quelque sorte, avec la simplicité des gens en maillot. Hein, c'est quand même, voilà, c'est une œuvre très célèbre. Donc on voit là-dedans à la fois la manière, le statisme, le côté sculptural. On voit également le côté fabriqué, c'est-à-dire avec des formes géométriques. Par exemple, quand on voit cette forme de le fond avec ces barres blanches, par exemple, voilà. Et puis on y voit des personnages qui sont dans la simplicité de la vie moderne, c'est-à-dire les maillots de bain, voilà, la mandoline, voilà. Et puis bien sûr, en haut, vous avez les cerfs-volants. Voilà. Alors un artiste aussi très connu, un autoportrait de Donghi, Antonio Donghi. Donc ça, on retrouve beaucoup de ces autoportraits. On représente le personnage, et on va dire, ce sont un petit peu les, je dirais, les représentants de la nouvelle société italienne, de la même manière que la Neue Sachlichkeit en Allemagne va exprimer des artistes, des personnages. D'ailleurs, parfois, c'est du deuxième, voire troisième degré, c'est assez horrible. Enfin, ces gens-là sont affreux, mais là, c'est pas du tout le cas. C'est la tradition du portrait italien, du portrait Renaissance. Maffei, ça c'est très beau aussi. Donc, il faut penser que ces gens-là, après la guerre, ils continuent à peindre, ils sont extrêmement célèbres, hein, et voilà. Et certains vont faire ensuite de la peinture abstraite. Donc, on voit très bien beaucoup de peinture à l'encaustique, le souvenir des fresques aussi. Alors, les fresques de Pompéi, bien sûr. Vous voyez, par exemple, Fontana, vous avez le portrait de Teresita, 1940, le buste, c'est Ravenne, hein, puisqu'il s'agit de tesselles de mosaïque dorée. Donc, c'est, voilà, Maffei, moi je trouve que c'est des beaux artistes, si vous voulez. Alors, un des plus connus aussi, c'est Filippo de Pisis, qui est mort jeune, qui lui fait des natures mortes. Voilà. Alors lui était un ami de Savigno, donc absolument pas politisé. Lui, ce qui l'intéresse, c'est la nature morte. Donc, combien de natures mortes au bouquet, combien de natures mortes avec des mollusques, des crustacés, des coquillages, etc. On en trouve beaucoup. Et pensez par exemple que, allez, 20 ans plus tard, à Paris, il y a l'ami de Cocteau qui s'appelle Christian Bérard, qui fait des décors de théâtre, c'est la même chose. C'est complètement apolitique, mais c'est très politique. Parce qu'en réalité, ce sont des artistes du régime. Du moins, les expositions italiennes, je crois que c'est en 1937, il y a les expositions universelles, c'est très important, c'est ces artistes-là qui représentent l'Italie. Donc vous voyez, c'est très varié. Sironi, lui, il revient, il passe lui, donc du futurisme, il revient à une peinture métaphysique avec le monde des villes, le monde très mystérieux des villes, avec des cieux chargés, avec des murailles, avec des choses quand même très... Voilà, alors évidemment, eux, ils sont, comme dit l'autre, ils sont dans la seringue, mais au fond, ils font une peinture qu'on va les laisser faire jusqu'à la fin. Hein. Je vous le répète, différence très forte entre le régime...
Donc c'est une recomposition totalement fictive du peintre qui imagine tout ça. Sauf que les futuristes, ils disent, Bonardo, il y a les avions, il y a la voiture, donc les avions, c'est formidable. Alors progressivement, dans les années 30, un certain nombre d'artistes vont travailler pour des compagnies aériennes, vont travailler aussi pour des manufactures dans lesquelles, des usines dans lesquelles on fabrique des avions, et on va faire ce qu'on va appeler, ils vont être aéropeintres. En France, on dit les peintres de l'espace ou les peintres du ciel, hein, non, aéropeintre ou cosmopeintre. Alors, la différence entre l'aéropeintre, c'est que l'aéropeintre, il est dans l'avion, donc il passe un temps fou en avion. Il y a des artistes qui sont tellement vieux, ils disent, bah, moi 60 ans, je suis un vieux futuriste, je ne veux pas prendre l'avion, quoi. Je vais prendre des photos. Mais il y en a beaucoup, ils sont en avion tout le temps, quoi. Alors, l'aéropeintre, c'est lui qui est en avion et qui photographie du regard, des perspectives, il va vers le sol. C'est le complexe d'Icare, en quelque sorte, parce que quand on va vers le sol, on va tomber, on ne voit plus que le sol. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Et puis, le cosmopeintre, c'est lui qui est en avion, mais lui qui regarde le ciel. Alors, quand lui regarde le ciel, il voit des planètes, c'est comme exactement Filia, qui est un grand artiste aussi, le sens de la gravité. Donc, on va trouver aussi beaucoup de ces boules, on va trouver beaucoup de ces planètes, etc. Mais si vous regardez attentivement les œuvres de Fontana, parce que Fontana, tout Fontana qui est, il revient quand même en Italie en 1930, il fait déjà un aller-retour, il est éduqué par son père en Argentine, son père est sculpteur monumental. Hein. Et donc Fontana, lui, il voit ça, et quand on regarde les œuvres de Fontana, on voit des cercles, on voit beaucoup de planètes. Si vous voyez dans la petite salle, à gauche, vous voyez ces formes qui sont quand même très intéressantes. Donc voilà pour Filia. Alors ça, c'est formidable, c'est Dottori. Alors lui, il fait des trucs du ciel, et ensuite il recompose avec des formes futuristes. Donc c'est 1930, et c'est des visions qui sont quand même très belles. Les couleurs, on dirait du Georgia O'Keeffe. Hein. C'est assez incroyable. Et donc, il y a la fractalisation de l'espace, des montagnes, fractalisation, je ne sais pas si on dit pommelage ou c'est pommelé, si vous voulez, des nuages et des arbres et du lac. Mais par contre, on voit bien qu'ils ont piqué. Alors parfois, ils font aussi des peintures en piqué. Alors, Prampolini, lui, il s'élève tellement que finalement, ce qui l'intéresse, c'est la matière cosmique. Mais c'est des impressions qu'il a fait quand il est en avion. C'est aussi intéressant de voir ces formes qui sont de l'informe, mais qu'on retrouve aussi chez les artistes comme Fontana, par exemple avec ses céramiques de 1930. Voilà. Fontana, il est dans ce milieu artistique, il connaît tous ces artistes. Et donc ça, c'est entre Milan et Rome, et là, il y a tout ce qui se passe. Alors voilà, alors, il fait aussi des visions, les couleurs du ciel, 1920. Alors là, on voit très bien qu'il y a le ciel et puis il y a les trucs. Et moi, ce que j'adore, c'est ça, voilà. C'est Tato. Alors, Tato, lui, c'est les volants piqués, c'est les vrilles, c'est les loupines, c'est tout ça. Donc, il y a ces avions qui foncent et qui descendent. Et évidemment, les films vont être pareils, parce qu'il va y avoir des films post-futuristes ou futuristes où on va montrer ce mouvement, la vrille, etc. Donc, et dans le régime fasciste, on dit, ben, ça, ce mouvement, cette force, etc., c'est la technicité, c'est la technologie italienne, c'est la beauté des objets italiens, ça va donner plus tard le design, bien sûr. Il faut savoir que les triennales de Milan, ça commence dès 1930. Hein. Même Ponti, Gio Ponti, le grand architecte, il était fasciste. Il a exposé. Et donc, voilà. Alors celle que je préfère, c'est celle-ci qui est hallucinante. Voilà. Paysage aérien. Alors là, on est en piqué, quoi. Et voilà. Et ça, c'est des trucs. On voit ça nulle part ailleurs. Sauf peut-être après des photographes qui vont s'intéresser à faire des choses comme ça. Cubisme florentin et abstraction-création. Alors moi, j'aime beaucoup Alberto Magnelli. Alors là, vous n'avez pas besoin d'aller bien loin. Alberto Magnelli, vous allez à Valoris, il y a un musée pour lui, parce qu'il est mort à Valoris. Donc il est italien, il est né à Florence. Et lui, il a inventé, dès 1913-1914, il a inventé le cubisme à l'italienne. Voilà. Avec des formes, avec des corps connaissables, avec des pans de toit, avec des couleurs. Contrairement au cubisme, je dirais, français, Braque, Juan Gris, et bien sûr Picasso,
il y a des pans comme ça qui sont décomposés, mais il y a des couleurs. Donc, c'est aussi un personnage très important parce que le cubisme à Florence, un peu la France, ensuite le retour en Italie, où il va faire des formes avec des coquillages, des choses comme ça, un petit peu comme des choses de Pisis, par exemple, et ensuite il va revenir en France, il va appartenir au groupe qui s'appelle Abstraction Création. Alors 1929, c'est cercle et carré, donc ce sont les abstraits géométriques autour de, par exemple, Van Doesburg, ou le plus connu c'est Mondrian, mais tous les artistes français comme Elion, Gorin, etc. Et puis, appartenant à ce mouvement, bien sûr, il y a Magnelli. Voilà. Donc, c'est un artiste aussi qui traverse la société italienne et la peinture italienne avec son originalité. Il fait pas de vagues, mais il est dans le paysage. Voilà, ben voilà Magnelli. Attention naissante, 1945, avec des formes. Ça, c'est certainement une photo qui est faite à Valoris, avec des formes qui sont héritées de l'abstraction. Voilà. Alors, altri, les autres. Alors, j'ai mis archéologie et populaire. J'en ai sélectionné deux que j'aime bien. Alors, moi, j'aime beaucoup Renato Guttuso. Alors, qui lui était aussi dans les peintres de la réalité, dans les années 30. Et lui était communiste. Donc, en tout cas, je disais pas trop, quoi. Et c'est un formidable artiste qui est devenu le peintre du Parti communiste au sortir de la guerre. Hein, il y avait, comment il s'appelle, Tagliati, je crois, ou Tagliato, qui était le patron du PC en Italie. Et lui, c'est le monde des petites gens, quoi. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup Guttuso. Et si vous aimez Guttuso, allez voir, il a fait plusieurs versions qui s'appellent Café Greco. Et Café Greco, c'est un café, je crois, je crois que c'est à Rome. Je suis pas sûr. Et Café Greco, c'est la réunion de tous les intellectuels italiens des années 30, 40, 50. C'est vraiment formidable. Et puis un autre artiste que j'aime beaucoup aussi, qui en France a été très connu, mais qui commence aussi, qui est lui dans une veine, on va dire, rurale, très simple, mais avec quand même, alors lui aussi, il est exposé à cette époque-là, c'est Massimo Campi. Voilà. Et Massimo Campi, lui, son truc, c'est les Étrusques. Donc toutes ces figurines que vous voyez, c'est les Étrusques, c'est les maisons, c'est le côté rural de l'Italie. Marino Marini, très connu en France, qui fait aussi de la sculpture. Il y a deux Marino Marini. Il y a le sculpteur qui fait des formes un peu italiques avec des chevaux, des bustes, etc. Très connu en France. Et puis il y a le deuxième qui est un musicien. Voilà. Il y a deux Marino Marini. Alors, il y en a un qui sait plus avec Luis Mariano. Alors, voilà, maintenant je reviens à Fontana. Notre Fontana, il est en Italie en 1930. Il est en Italie, mais il fait comme tous ses copains. Il fait des allers-retours à Paris, il écrit à son père, il écrit à son père, il dit mais Paris c'est formidable, c'est l'avant-garde. Alors ne perdez jamais de vue que Fontana, il apprend la sculpture monumentale avec son père et son oncle en Argentine. Et donc il sait faire des sculptures commémoratives, le monument au Gaucho, le monument au berger de la Pampa, trucs comme ça, qu'il sait très bien faire. Les monuments funéraires aussi. On m'a dit que, par exemple, il faudra que j'aille voir à Milan. Il paraît qu'à Milan, il y a beaucoup, dans le cimetière de Milan, beaucoup, en tout cas un certain nombre, je dirais avec les gens de la Fondazione, il y a un certain nombre de monuments aux morts. Vous savez que, pas les monuments morts, de tombes, pardon, dont les sculptures sont faites par Fontana. C'est-à-dire qu'il a son gagne-pain. À la fois, ce qui est très étonnant chez Fontana, ce qui est ambigu et assez étonnant, c'est qu'en réalité, il est très, à la fois dans les avant-gardes, il connaît toutes les avant-gardes. À un moment donné, il va adhérer, il va faire une exposition avec cercle et carré, par exemple, avec l'abstraction création, celui des années 30. Si vous allez voir l'expo, vous voyez une œuvre en fer de Fontana. Et donc voilà, donc par exemple 1929-1930, ben, la Madonna col Bambino, c'est un bronze de cimetière. Voilà. Voilà. Alors c'est toujours intéressant. Et alors évidemment arrive le fascisme
Fontana, alors lui, il est carrément fasciste. Enfin, je veux dire, je sais pas s'il a sa carte, mais il est fasciste. Et évidemment, tous les concours sont réservés, sont organisés par, je dirais, les organismes fascistes et par les associations fascistes. Par exemple, Fontana va participer au concours du portrait de Mussolini. Mais il va être refusé. Et dès le milieu des années 30, beaucoup de commandes ou de choses, parce qu'il travaille lui qu'avec des architectes, et vont être refusées, parce que ça colle pas du tout avec l'esthétique fasciste. Mais pour autant, il y a des lettres de Fontana, et d'ailleurs il a aucun, par rapport à ça, il n'a pas de repentir, il a plutôt tendance à minimiser. Voilà. Il y a ceux qui ont planqué des trucs, comme Morandi par exemple, Fontana, il a simplement minimisé, il a dit que c'était plus pareil. C'est pas, voilà, Émile Nolde, le grand artiste Émile Nolde, alors que Max Beckmann, il a foutu le camp quand même, il est parti aux États-Unis, mais Émile Nolde, sachez quand même, j'ai bien étudié Émile Nolde, je connais très bien, il avait sa carte du parti nazi allemand et sa carte du parti nazi danois, comme si une ne suffisait pas. Et en fait, il croyait qu'il allait pouvoir continuer à peindre. Et un jour, on lui a envoyé une lettre. C'est le livre qui s'appelle Deutsche Stunde, la leçon d'allemand, où on lui a envoyé une lettre pour dire maintenant tu n'as plus le droit de peindre. C'est interdit. Tu peux plus exposer, tu peux plus peindre. On ne veut pas sentir l'huile l'essence de térébenthine dans ton atelier. C'est ça l'histoire de Nolde. Et lui, il fait le Ungemalte Bilder, qui signifie les images non peintes, qui sont de toutes petites aquarelles que j'ai présentées il y a quelques années au Sable d'Olonne. Et voilà, c'est intéressant, c'est très ambigu, quoi. Voilà. Bon. Je suis pas là pour faire un oral. Alors voilà une œuvre de Fontana qui est très intéressante et qui désarçonne tout le monde quand même. Alors ça, on sait pas trop ce qu'elle est devenue, elle a disparu. C'est le L'Uomo Nero, l'homme noir. Donc on voit très bien que ça colle pas vraiment avec l'esthétique classique des victoires, des cavaliers, des guerriers, etc. Donc l'homme noir, c'est une vision quand même très brutaliste, très violente en fait du corps humain, quoi. C'est Fontana. Moi, je pense pas avoir vu des choses aussi violentes que ça depuis les sculptures de Georg Baselitz. Voilà. C'est ça aussi Fontana. C'est très étonnant, quoi. Voilà. Alors la villa pour un artiste. Alors ça, c'est quelque chose qu'il avait fait pour la Triennale, le 33. Donc, alors dedans, il fait des décors, Fontana. Donc on voit très très bien que bon. Les fenêtres horizontales, un toit terrasse, des murs blancs, peu de fenêtres, pas d'étage. Bon, bah, c'est l'architecture fonctionnaliste de Le Corbusier et de ses amis, quoi. Voilà. Mais évidemment, la baigneuse, donc ça c'est le modèle de la baigneuse qui existait, qui avait été fait par Fontana en ciment, en 1933, bien avant les victoires, du monument aux victoires, fasciste. Voilà ce que faisait Fontana. Donc en fait, il était, comment on peut dire ça, schizophrène. Hein. Il avait deux vies, Fontana. C'est ce que tous les Italiens vous diront. Et pour autant, c'était pas un personnage, c'était pas du tout quelqu'un de, comment dire, d'agressif et tout ça, quoi. Je pense qu'il fallait qu'il vive. Ça, c'est la maison del Sabato, c'est samedi, je pense, pour les époux. Avec des architectes, c'est incroyable. Hein. On ne peut pas imaginer, donc Fontana, il travaillait avec ses architectes, qui étaient tous des architectes milanais. Donc voilà, alors ça c'est aussi la sculpture avec le couple d'amants, voilà, qui était, donc il faut le mettre en rapport, j'en ai pour 5 minutes, hein. Il faut le mettre en rapport avec les céramiques qu'il va faire à Elvisola, 33. Alors, pourquoi je vous montre ça? Corrente, c'est un journal qui est à la fois un journal et un groupe d'artistes qui sont des artistes antifascistes, mais qui ne le disent pas. Mais c'est au milieu des années 30. Donc Fontana va exposer avec eux. Voilà. Et donc cette revue est une revue importante. Et pour autant, ces gens-là, ils ont pratiquement jamais été inquiétés. Ils ont continué à faire leur revue. Donc c'est à l'époque fasciste. Ou alors là aussi, c'est très intéressant. On a le portrait de Persico. Voilà. Critique d'art Eduardo Persico, c'est Edoardo Persico. Alors Persico,
Il a fait l'objet d'un livre qui n'est pas traduit en français, mais c'est un personnage mystérieux italien. Bon, il y en a deux qui sont importants. Le premier, c'est aussi un scientifique, qui a un rapport aussi avec le fascisme, c'est Majorana. Alors, il y a un livre de Leonardo Ciaccia qui s'appelle La disparition de Majorana. Vous avez tous entendu parler. Étienne Klein a fait un bouquin sur lui. Le premier, c'est Ciaccia, c'est un écrivain sicilien. C'est un personnage qui va disparaître entre la botte italienne, la pointe de la botte et la Sicile. Un des plus grands physiciens de son temps, qui aurait inventé des choses très importantes dans le domaine atomique. Il disparaît. On ne sait pas ce qu'il est devenu, Majorana. Le livre est merveilleux, le livre de Ciaccia. Et Persico, lui, c'est un critique d'art, un architecte, un écrivain, un peintre, un type très original, très baroque, qui conjugue à la fois le baroquisme et l'art concret. Et lui, il va mourir en 1936. Il est mort brutalement, loin de son plein gré, on va dire. Et on ne sait pas comment il est mort. Et là, c'est Camilleri, donc tout le monde connaît Montalbano, c'est lui qui va écrire un livre sur ce monsieur, dont on ne connaît pas sa mort. Par contre, c'est lui qui va écrire, le livre il a été écrit donc en 1936 à sa mort, la première monographie sur le Fontana moderne. Donc ça veut donc bien dire qu'au moment où il faisait des commandes, plus ou moins sérieuses, il était considéré comme un artiste d'avant-garde. Alors, voilà, c'est ce fameux livre, Lucio Fontana, nouveau sculpteur. Là, c'est, je sais pas ce que c'est, ça c'est... Ah non, c'est la galerie des Milione. C'est vraiment au début des années 30. Il Milione, c'est la galerie de Milan dans laquelle on expose tous les artistes proches du régime fasciste et quelques artistes qui échappent quand même un petit peu à cette norme très sérieuse sur l'Antiquité, sur la romanité, sur la latinité et tout ça. Donc ça, c'est un endroit qui compte à Milan. Il faut savoir que quand on est en Italie, les journaux, c'est Turin et c'est Milan. Hein, Corriere, Repubblica. Hein, voilà. J'adore ça. Fontana de la Galleria del Milione, dans la classe. C'est beau. C'est beau, hein. Jeune homme, tout petit d'ailleurs, par rapport à Fontana. Ça, c'est le palais Eau et Lumière, Aqua e Luce, 1939, qui, je pense, s'est jamais fait. C'était un palais qui devait se faire. Et la sculpture, c'est une maquette, la sculpture qui devait être faite, était une sculpture de Fontana, un peu dans l'esprit d'ailleurs des terres cuites que vous avez vues à Albissola, qui sont dans le musée. Je crois que le projet a été abandonné. Le monument à la victoire fasciste, c'est la maquette, ça a été fait. Donc les sculptures, les bas-reliefs, c'est Fontana qui les a fait. Et après la guerre, en 1946, quand il est revenu, Fontana a appelé ses victoires pas victoires fascistes. Voilà, donc on a des dessins. Voilà, c'est très beau. En fait, bon, effectivement, c'est assez culotté. C'est pas quelque chose de très. On voit le dessin à gauche, on voit la réalisation après, mais c'est pas la version de gauche, c'est pas une version très lourde et très. Voilà, donc ça c'est la Triennale de Milan. Donc ça, on va lui reprocher à Fontana d'avoir fait ses chevaux. Alors si vous regardez bien, vous avez tout de suite à droite en entrant, vous avez une petite de 33, je crois, une petite qui est violette et noire, une petite terre cuite qui est très très belle, noire avec des chevaux, donc on voit les chevaux, mais les chevaux étaient encore beaucoup plus abstraits, et après ça a été retravaillé avec, voilà les chevaux. Ça c'est la Villa Gheringhelli à Milan, avec les architectes Rani et Ingeri avec qui il a travaillé. Donc on voit très bien qu'on est dans un espace moderniste, en fait, rationaliste. Et donc au fond de cet atrium, il y a de chaque côté, mais vous avez une sculpture, qui est une sculpture en métal, soudée, complètement abstraite, géométrique abstraite, cercle et carré, quoi. Voilà, et c'est Fontana. Vous voyez, on y perd un peu son latin. Voilà, je voulais vous dire que quand on regarde des artistes, il faut jamais imaginer, et c'est le cas pour Fontana, et c'est le cas de beaucoup d'artistes italiens,
mais c'est aussi le cas pour beaucoup d'artistes français. Je parlais d'André de Rhin. Il ne faut jamais imaginer, et c'est le cas pour Fontana, et c'est le cas de beaucoup d'artistes italiens, mais c'est aussi le cas pour beaucoup d'artistes français. Je parlais d'André de Rhin, alors c'est particulièrement évident. Picasso, je pourrais en être un exemple. Il faut justement, pour faire de bons artistes, il faut un peu d'impureté, quoi. Quelqu'un qui est toujours sur les mêmes rails et que les rails se croisent pas, c'est un petit peu, des fois c'est un peu fatigant, quoi. Et Fontana, c'est un Italien. Il conjugue en fait l'esprit un peu rugueux, dur. Fontana, il disait, moi je suis de la Pampa, la Pampa, c'est l'infini. Parce qu'il en voulait aux Italiens, il disait, mais il paraît que les Américains ont inventé l'espace, mais l'espace c'est argentin. Voilà. Puis il disait, j'aime rien tant qu'à me promener avec les gauchos, ou alors un bon steak de bœuf à manger avec les gauchos, c'est super, quoi. Puis à côté de ça, c'est le côté italien, c'est le côté raffiné. N'oubliez pas que c'est dans les années 30, 40, 50, le design il naît même avant les années 30. Enfin, on dit toujours 45, 46, les Terra, les premières machines à écrire de Olivetti, par exemple. Il faut jamais négliger ça, c'est très important en Italie. Et donc, ce qu'on va appeler le design, il se définit bien avant, avec des gens justement comme Fontana, comme Gio Ponti, par exemple, qui est un personnage exceptionnel, Gio Ponti, ou des gens qui vont arriver après, comme par exemple Bruno Munari, par exemple, des gens comme ça, ou Enzo Mari, un peu après. Donc, on est à Milan. Et à Milan, c'est cet univers-là, quoi, de l'objet. Et si vous regardez bien les œuvres de Fontana, on voit bien que tout ce que vous avez vu là, il en a quand même capté quelque chose. Il en a capté la finie, il en a capté la rotondité, il en a capté la couleur, il en a capté le temps et l'espace, cette espèce de forme de vitesse, cette idée que l'univers à venir, c'est l'univers futur, donc c'est ce qui va devenir le spatialisme. Tout ça, c'est déjà, en effet, déjà chez les futuristes. Et puis après Fontana, vous avez le pop italien, le design italien, Joe Colombo, par exemple, c'est vachement intéressant, les couleurs de Joe Colombo. Et il est en partie italien, je pense qu'il est aussi argentin et italien, Joe Colombo, c'est formidable, c'est toujours à Milan. Et après, vous tombez sur Ettore Sottsass, vous tombez sur le groupe Memphis, sur les couleurs, hein, c'est quand même fabuleux, quoi. C'est pour ça que c'est formidable, parce que finalement, Lucio Fontana, c'est une sorte de pont, quoi. C'est quelque chose qui veut vous introduire encore à autre chose. Voilà. Et puis après Fontana, son rapport à la nature, bien sûr, vous avez tous les gens de l'arte povera. Donc Pistoletto, Pennon, ce rapport à la nature, à la pierre, à la rotondité, à la graine. Voilà. C'est pour ça que cette exposition, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, et ce qui concerne l'équipe, nous, c'est une exposition qui nous a demandé beaucoup de temps, qui est aussi quelque chose qui peut initier, intéresser les gens. Je vous ai donné quelques noms de musées. Novecento, c'est fabuleux. Le musée, il est à côté de... Il est juste à côté, après j'arrête, rien que d'y penser, j'ai envie d'y retourner. À la cathédrale de Duomo, vous êtes dans Novecento, vous avez le dernier étage monté à l'escalier, vous avez la reconstitution faite par mes collègues italiens de la Triennale de Milan de 51-52, avec un néon de Fontana sur fond bleu, et puis vous avez des grandes arcades extrêmement classiques, si on veut des grandes serliennes semi-circulaires, et qui donnent sur la cathédrale. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'Italie, c'est de toute beauté. Et si vous avez le temps, vous passez à la cathédrale, et vous avez la rue des Cravates, il y en a de moins en moins maintenant, la Via Monte Napoleone.